Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de 22h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État, Ismaël Marguil, a reçu aujourd'hui, en milieu d'après-midi, au palais présidentiel, une délégation de la commission de défense du Congrès américain. Également dans l'actualité internationale, nouveau tir de missile de longue portée fait par Pyongyang en Corée du Nord. C'était les titres, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Ismaël Marguil, a reçu aujourd'hui, mardi, en milieu d'après-midi, au palais présidentiel, une délégation de la commission de défense du Congrès américain. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et les développer davantage, ont été abordés au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues aux partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il est à rappeler que la République de Djibouti est le seul pays africain abritant une base militaire américaine. Les parlementaires américains ont donc mis à profit cette audience pour saluer le précieux concours du président et du peuple djiboutien à la communauté internationale en matière de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. Outre ce premier volet dédié aux questions militaires, l'entretien a également porté sur d'autres aspects de la coopération bilatérale, notamment économique. À ce propos, le chef de l'État a fait mention de nombreux partenariats économiques que les deux pays sont à même d'entériner ensemble dans un proche avenir. Il s'agit là avec la réalisation définitive de la centrale électrique de Demerjoug et la mise en service de la distribution de l'eau en provenance de la localité éthiopienne d'Adagala et de la possibilité que Djibouti puisse donc alimenter en eau et en électricité le camp Lémonier. Quant à la perspective que Djibouti puisse faire face aux besoins du camp Lémonier en matière d'Internet, il s'agit là d'une disposition déjà à sa portée actuelle. Notre pays est connecté depuis longtemps donc à tous les réseaux de télécommunications du monde, y compris les plus performants comme les fibres optiques. La délégation de 3 parlementaires américains reçus par le chef de l'État a été conduite par le représentant James Scott. Le chargé donc d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Alexander Hamilton, a pris part à cette audience. A noté également la présence de ces entretiens du général brigadier américain David Furness du camp Lémonier. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a assisté à cette audience. Écoutons donc à présent le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, qui a assisté à cette audience. Ce sont des députés américains venus à Djibouti pour pouvoir faire le point sur la coopération bilatérale en matière de sécurité et militaire entre la République de Djibouti et les États-Unis. Vous savez que le camp Lémonier, basé à Djibouti, a ce rôle très important de contribuer à la sécurisation de la région, à la lutte contre le terrorisme ainsi que la piraterie. Ces visites de congressmen ou de députés américains se font régulièrement afin de pouvoir justement permettre à l'opinion publique américaine de comprendre un petit peu également ce qui se passe à Djibouti et quel est le rôle du camp Lémonier en coordination avec la République de Djibouti en matière de sécurité, de paix dans la région. Nous avons également évoqué bien entendu les questions bilatérales qui sont en dehors de ce cadre sécuritaire. Il y a toujours des messages que nous transmettons. Le président de la République a jugé utile d'abord de faire un petit peu un tour d'horizon avec ses députés sur ces questions-là et de parler un petit peu sur les voies et moyens de pouvoir consolider la coopération bilatérale entre les États-Unis et Djibouti. Nous avons, comme vous le savez, un cadre de travail qui s'appelle le BNF. C'est le forum binational que nous tenons une fois par mois. La dernière réunion de ce BNF a eu lieu à Washington au mois d'avril dernier. Et nous essayons de soulever un certain nombre de questions qui permettraient à la présence américaine de pouvoir être bénéfique à l'économie djiboutienne. Maintenant, Djibouti est en train d'installer par exemple un pipeline de l'eau de Hadagala. Nous sommes en mesure de pouvoir fournir au camp Lémonier maintenant de l'eau et pouvoir facturer cela. Nous sommes en train de travailler sur un projet de pipeline gazier également. Il sera possible, grâce à la centrale qui va fonctionner sur le gaz, de pouvoir également vendre de l'électricité au camp Lémonier. Il y a la possibilité également, à travers les systèmes bancaires et les flux de capitaux qui viennent vers le camp Lémonier, pouvoir justement permettre au système bancaire djiboutien de bénéficier. Ce sont des questions que le président de la République a posées à ses hôtes américains. Il y a enfin un point qui est extrêmement important et aussi sur lequel nous insistons beaucoup, c'est que la présence américaine à Djibouti doit être ressentie
au niveau économique, c'est-à-dire au niveau de leur participation, de leur consommation dans je dirais, en ville et des services également de nos concitoyens, à savoir que ce soit des cafés, des supermarchés, etc., les taxis. On voudrait les voir plus impliqués dans cette économie du quotidien, d'abord dans la ville de Djibouti, peut-être vers les régions de l'intérieur. Nous avons également souhaité qu'au lieu de s'appuyer sur les services de British Telecom, que le camp Lemonnier puisse obtenir ces services d'Internet, ces services de téléphonie à travers Djibouti Telecom, qui peut maintenant pouvoir apporter ces services grâce aux câbles sous-marins que nous avons. Nous avons 7 câbles sous-marins aujourd'hui qui desservent, n'est-ce pas, la place de Djibouti. Il doit y avoir des marchés et des appels d'offres qui sont faits pour les sociétés djiboutiennes afin de pouvoir bénéficier des activités, des travaux qui sont menés dans le camp Lemonnier. La délégation américaine a annoncé que 25 millions de dollars seront annoncés maintenant dans quelques jours pour les entreprises djiboutiennes concernant les activités et les services qui seront rendus aux Américains à travers donc ces appels d'offres par les sociétés djiboutiennes. Autre actualité, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ce matin dans son bureau Nikolai Botiev, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population. On prit part à cet entretien le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil, le conseiller du Premier ministre, M. Ali Silay, ainsi que la représentante du bureau de l'UNDPF à Djibouti, Mme Aïcha Ibrahim. Le haut responsable des Nations Unies a remercié le Premier ministre pour son accueil chaleureux et à sa disponibilité. Il a rappelé que le Fonds pour la population intervient dans les différents secteurs, dont la santé, la formation, la prévention, l'aide aux jeunes, ainsi que le recensement ou la collecte des données démographiques. Selon lui, la collecte et l'analyse des données sont essentielles à la planification du développement. M. Nikolai Botiev a indiqué que sa direction est disposée à appuyer les institutions des pays afin de suivre les orientations politiques du gouvernement. Il a loué le partenariat existant entre Djibouti et l'agence onusienne. Il a souligné que le fonds va appuyer un projet de recensement de la population djiboutienne à l'horizon 2020. Le Premier ministre a de son côté indiqué que le commissariat au plan, qui dispose d'une direction des études statistiques, autrement dit la DISET, est l'institution habilitée à recueillir les données statistiques et démographiques en particulier. Il a demandé l'appui à la formation et le renforcement des capacités des agents de cette institution. Le Premier ministre a précisé plutôt que le gouvernement cherche constamment à améliorer les conditions de vie de la population et a lancé plusieurs programmes de prise en charge sociale initiée par le chef de l'État, le président, son Excellence, Mme Marguerite. Également, dans l'actualité de ce 22h, dans le cadre des préparatifs de la rentrée des classes 2016-2017, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a dirigé les travaux d'une réunion préparatoire de la vaste campagne de nettoyage des établissements scolaires avec les hauts gradés des différents corps constitués des forces de défense et de sécurité. Les hauts cadres du ministère ont pris part à la rencontre qui a permis de mettre au point l'agenda et la répartition du travail entre les différents corps constitués qui seront donc engagés dans cette campagne de nettoyage et d'assainissement des écoles publiques du pays. Dans son mot d'ouverture, le ministre s'est félicité de l'enthousiasme et de rigueur des policiers, militaires, gendarmes, agents de la protection civile qui seront donc mobilisés pour assurer les opérations de nettoyage et d'assainissement dans l'ensemble des établissements scolaires du pays. Le ministre et ses interlocuteurs ont convenu de mener donc la campagne de nettoyage du 4 au 7 septembre 2017. À noter que le MENFOP s'est engagé à fournir les moyens matériels nécessaires aux hommes et femmes en uniforme qui se déploieront avec leurs engins roulants et des camions bennes ainsi que des véhicules tout-terrain pour donc enlever les dépôts d'ordures et les détritus qui jonchent les cours d'école et les sites sensibles à l'intérieur des établissements scolaires. Cette vaste campagne permettra aux écoles de retrouver l'hygiène et la propreté requises avant la rentrée des classes prévues dans quelques jours. Plus généralement, il faut rappeler que lors de cette réunion préparatoire de la vaste campagne de nettoyage, une liste d'établissements scolaires à balayer ont été remis à chaque corps constitué. Les responsables et les chefs d'établissement seront donc également mobilisés, comme l'a souligné le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc ces actions vont commencer le dimanche et vont se terminer le jeudi 8.
Autre actualité, le Kempinski Palace Hotel a abrité hier une cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cet accord vise à intégrer les enfants des familles réfugiées dans le système éducatif djiboutien. Outre le ministre de l'Éducation et le représentant du HCR, la cérémonie de signature de l'accord a vu la participation du ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, le représentant de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Alexander Hamilton, et de la coordinatrice des agences des systèmes des Nations Unies. Le ministre de l'Éducation était entouré de ses proches collaborateurs dans ces processus qui s'avère être crucial, qui va permettre aux enfants des familles réfugiées se trouvant sur le sol djiboutien d'avoir une éducation. En effet, les enfants et adolescents réfugiés qui intègrent les systèmes scolaires nationaux nouent des amitiés sur la durée avec les enfants du pays qui les accueillent, apprenant des nouvelles langues et développant les compétences essentielles pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour historique parce que là, nous venons d'assister à la signature du mémorandum d'entente entre le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l'éducation des enfants réfugiés. Par ce mémorandum d'entente, le MENFOP va donc prendre en charge l'éducation des enfants réfugiés, le MENFOP étant l'institution gouvernementale ayant la responsabilité d'assurer l'éducation des enfants, aussi bien nationaux que réfugiés. Donc, par ce mémorandum, nous consacrons donc la reprise de la formation par l'institution gouvernementale ayant cette responsabilité. Le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed, a de son côté indiqué et fier de sa politique d'ouverture et d'accueil pour les personnes en détresse. Le pays continue d'assurer le gîte et le couvert de ce dernier malgré ses maigres moyens. Nous l'écoutons. En effet, depuis son indépendance, la République de Djibouti n'a cessé d'accueillir et d'assister les réfugiés en leur garantissant leurs droits fondamentaux. À noter que l'éducation est un droit fondamental garanti par les instruments juridiques internationaux dont Djibouti est signataire. Dans ce sens, depuis janvier 2017, le Djibouti a renforcé son arsenal juridique pour une meilleure prise en charge des réfugiés par la promulgation d'une loi portant statut des réfugiés. En effet, promouvoir une éducation de qualité pour les réfugiés est une priorité absolue, au sens où elle permet de reconstruire leur vie, d'améliorer leurs conditions d'existence et de développer leurs compétences et leurs connaissances en vue d'œuvrer pour leur intégration dans leur pays d'accueil. Lors de son intervention, le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a rappelé que la République de Djibouti s'est toujours souciée et a accueilli les personnes fuyant les affreux de la guerre ou d'autres calamités. Il a rappelé que l'éducation est un droit. Ce n'est pas seulement un droit fondamental, mais c'est aussi l'un des atouts les plus précieux qu'un réfugié puisse avoir. Nous l'écoutons. Je cite le chef de l'État. Donnons aux enfants des réfugiés l'opportunité d'intégrer les systèmes éducatifs djiboutiens. Comme vous pouvez le constater, la prise en charge de l'éducation des réfugiés sur notre sol relève de l'engagement personnel et de la volonté politique du président de la République clairement affichée et devant la communauté internationale tout entière. Pour vous dire qu'il s'agit pour nous d'une affaire à ne nullement prendre à la légère. Cette parole présidentielle que je viens d'évoquer, cette volonté politique, s'est suivie immédiatement par la promulgation d'une loi, la loi numéro 159 AN16, 7e législature du 5 janvier 2017. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il ne nous manquerait plus que ce mémorandum d'entente, je pense, pour passer enfin
à la phase de concrétisation effective de cette noble mission dont notre pays s'investit à travers cette éducation aux réfugiés. C'est aujourd'hui chose faite et il nous incombe désormais à nous, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de l'Intérieur, le HCR et avec l'appui de nos amis américains et de nos autres partenaires, tous ici représentés, d'œuvrer ensemble pour que ces jeunes garçons et toutes ces jeunes filles des familles réfugiées accèdent, Inch'Allah, à une éducation de qualité. Et c'est au même titre que nos propres... L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette réception du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, qui a reçu aujourd'hui dans son cabinet une importante délégation chinoise conduite par le vice-président de la société PolyGCL Petroleum Group, M. Li, le directeur adjoint de la Banque Développement de Chine. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre du projet de pipeline gazier de l'usine de liquéfaction du terminal gazier entre l'Éthiopie et Djibouti, qui sera financé par PolyGCL Petroleum Group Holding Limited à hauteur de 4 milliards de dollars. Le projet en question donc porte sur la construction d'un gazoduc qui transportera jusqu'à 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis l'Éthiopie vers Djibouti. L'usine de liquéfaction et de terminal seront donc localisées à Demerjoug. La construction du gazoduc d'environ 700 km de l'Éthiopie à Djibouti permettra donc à l'Éthiopie d'exporter du gaz vers la Chine et de soumettre le développement socio-économique dans la région. Ils ont informé que les travaux de construction commenceront sous peu de temps et s'achèveront dans 3 ans. Par ailleurs, le vice-président du PolyGCL a fait savoir qu'ils sont intéressés à construire une centrale électrique à Djibouti dans le futur. Autre actualité, contrefaçon saisie dans le commerce de la place. Dans le cadre de la lutte contre l'importation de la distribution des appareils de sécurité électrique de contrefaçon, le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, en collaboration avec le ministère délégué auprès du ministère de l'Économie et des Finances chargé du commerce et des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation, et le ministère du Budget, notamment la douane et la gendarmerie nationale, a saisi une importante d'appareils électriques contrefaits dans les quincailleries de la place. Le ministère de l'Énergie, en collaboration avec ses différents partenaires, a procédé hier à la destruction par incinération des appareils saisis au centre d'enfouissement technique des Douda. Était présent lors de cette destruction le secrétaire général par intérim du ministère de l'Énergie, M. Abdelkarim Abdillahi, le directeur de l'Énergie, M. Goulet Mohamed, et le directeur du commerce intérieur et de la protection consommateur, M. Mourhan Fouad Abdallah, ainsi que le représentant de la gendarmerie nationale et le lieutenant Abdelrahman. Mise en œuvre des normes des produits. Donc, dans cette optique, nous avons donc prévu d'organiser demain, donc, en collaboration avec le ministère de l'Énergie et la Chambre de commerce, une réunion d'information et de sensibilisation en faveur des opérateurs économiques pour que ces derniers ne puissent importer ces produits qui ont causé des dégâts donc, au niveau de la capitale et au niveau même de l'économie nationale. Sur instruction du chef de l'État Ismail Margueli, l'ambassadeur de la République de Djibouti à Paris, Ayed Moussaad Yahya, a élevé hier au rang d'officier de l'ordre national du 27 juin le colonel Antoine Champoux, historien de l'armée française, qui a beaucoup écrit sur la participation des combattants africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale dans le bataillon somalien. Les forces coloniales avaient donc à l'époque contraint des milliers de vaillants hommes à incorporer les unités de l'armée française pour combattre à leur côté contre l'Allemagne. Ils ont été arrachés de leurs terres dans toutes les anciennes colonies d'Afrique de l'Est, du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Cette distinction lui a été donc attribuée pour son travail de mémoire et de mise en lumière de l'apport de tous ces combattants morts pour libérer donc la France. Demain débute le grand pèlerinage de cette année. Une séance d'information et de sensibilisation a été organisée hier soir par le comité en charge du Hajj au profit de tous les pèlerins. Tous les processus et les étapes à suivre ont été expliqués. Le Cheikh Djoumaleh et Abdelkader ont animé ces séances. Les pèlerins ont été briefés sur la date du déplacement vers Mouna pour la prière sur le mont Arafat, l'étape principale du Hajj prévue jeudi. Le comité en charge a précédemment effectué une visite des sites qui doivent se déployer. Les pèlerins et toutes les dispositions ont été prises pour l'ascension et se déroulant dans les meilleures conditions plutôt.
À la suite de l'appel lancé par le ministre de la Santé, Dr Jama El-Maouki, les opérations de la collecte de sang se poursuivent un peu partout dans les hôpitaux et c'était au tour des personnels de la maternité de Dar al-Hannan de participer massivement jeudi dernier à la collecte de sang organisée par le Centre national de transfusion sanguine avec l'appui des laboratoires de la maternité. En effet, bon nombre de personnels soignants et administratifs de la maternité se sont empressés dans la salle de réunion réquisitionnée à cet effet afin de remplir les poches de précieux liquides dont ils connaissent parfaitement l'importance quotidiennement dans l'exercice de leur métier. Plus toujours en collaboration avec la CNTS, ce sont donc les personnels de l'hôpital Cheikho de Balbala qui ont fait donc montrer ce dimanche un don de soi en donnant leur sang. Ces opérations de collecte se sont déroulées avec succès en décompte donc des nombreux poches collectées avec enthousiasme qui a été donc suscité par les personnels. Dans les prochains jours, ces activités de collecte de sang se tiendront dans les autres hôpitaux tels que l'hôpital général Pelletier avant de se tendre vers les autres départements ministériels et les corps constitués. Rappelons à cet effet que le ministre de la Santé, Dr Jama El-Maouki, avait lancé un appel pressant qui exhorte l'ensemble des corps militaires et de sécurité ainsi que les différentes structures ministérielles et les divers services étatiques d'emboîter donc le pas en participant pleinement à cet élan de solidarité. Enfin, le Centre national de transfusion sanguine est chargé de planifier, de programmer et de coordonner ces activités de collecte de sang à travers la mise en place d'un calendrier annuel de passage de ces équipes au niveau de toutes les entités sollicitées. Dans son intervention, le directeur de l'hôpital Cheikho, Dr Hussein Ahmed Gadid, a rappelé l'importance de la collecte de sang pour le ravitaillement et la disponibilité du liquide précieux au niveau de la banque de sang. Nous organisons aujourd'hui la journée de collecte de sang, des dons de sang qui sont organisés aujourd'hui à l'hôpital de Balbala. Le personnel de la santé qui travaille dans cette structure participe pleinement à cet événement de don de sang. L'essentiel du personnel vont venir à tour de rôle quitter leur service de soins pour venir dans cette salle donner du sang. Cet événement est un événement très fort de sens. C'est un événement indispensable parce qu'il faut qu'on arrive à trouver à une bonne gestion et à un bon ravitaillement au niveau de la banque du sang. Ce ravitaillement ne peut se faire que s'il y a une collecte régulière de sang. Et ça, nous commençons de notre côté au niveau du ministère de la Santé. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours de cela, un don de sang a été organisé au niveau du ministère, au niveau central du ministère de la Santé, où tout le monde, à commencer par le ministre de la Santé, ont participé à ce don de sang. Actualité dans le domaine sportif, Assaguela, après Dalai, Af et Randa, c'était au tour de la localité de Assaguela de tirer son épingle du jeu. Le tournoi a été mobilisé comme chaque année, toute la population est restée l'événement majeur et très attendu dans cette localité, très éloignée du pays. Ce lundi, l'équipe de FC Marie serait loin d'oublier sa brillante victoire contre sa rivale éternelle, Assaguilco, dans une finale mitigée et pleine d'attentes et que les deux meilleures équipes ont été opposées suite à de longs parcours remarquables sous les yeux d'une foule admirative et faisant tête à un soleil de plomb. Les deux formations se sont livrées une vraie bataille tactique et physique. Et logiquement, après de nombreuses occasions avortées, le FC Marie a fini par ouvrir le compteur en premier, celui qui va permettre encore de doubler la mise en temps. Ça va motiver les jeunes, ça va créer des vocations certainement. Parce que pour la première fois, je vois ici des jeunes il y a même mes enfants qui faisaient partie. Hein. Il y a des jeunes qui sont motivés, certains qui ont déjà du talent à vouloir faire encore mieux et ça ne manquera pas de donner des résultats au niveau de la nation. Voilà, je remercie le ministre de la Jeunesse et Sport d'avoir eu cette idée d'améliorer les tournois d'été, de les démocratiser, en fait, de la rendre accessible à tout le monde, hein, à ceux qui sont dans les petites localités comme dans les grandes. C'est une très bonne initiative Et enfin, dans l'actualité nationale, les préparatifs des grands concerts de solidarité en l'honneur de Fatouma Mansour se poursuivent déjà depuis près de 2 semaines dans le siège central d'Aftaba. Band à Djibouti, tous les artistes du pays, compositeurs, chanteurs, guitaristes, saxophonistes, pianistes et batteurs, techniciens et preneurs de son s'activent pour la réalisation de ce grand concert de solidarité qui aura lieu le 2 septembre au Palais du Peuple et aux Salines. Fatouma Mansour, grande chanteuse djiboutienne, a débuté sa carrière de chanteuse à l'âge de 15 ans et
et continue depuis à briller sur le toit du Djibouti grâce à sa voix fine et aiguë qui a attiré toute la population sans distinction. Sa belle voix lui a permis d'être récompensée meilleure voix mondiale en île Maurice dans les années 80. La voix de Fatouma Mansour attire tous les Djiboutiens. Elle chantait aussi en Somalie ou en langue arabe avec les mélodies soudanaises. Les Djiboutiens restent unanimes sur sa voix unique en son genre qui a su combler le cœur des milliers de nos concitoyens. Elle a organisé des concerts partout dans le monde, notamment à Bruxelles ou encore en Australie où la diaspora de la communauté afar se concentre en majorité. La diva de la chanson djiboutienne est cependant prise d'une tuberculose et reste à l'hôpital général Pelletier. Les artistes se sont unis tous les coins du pays et dans les 3 langues locales car la famille des artistes reste unie, indivisible et veulent organiser un concert pour la diva de la chanson djiboutienne pour payer les soins de qualité pour une star de haut niveau. C'est notre doyen, c'est le doyen de tous les artistes et nous voulons le remercier pour ce geste original et qui peut rapporter beaucoup. Passons à présent à l'actualité à travers le monde. La Corée du Nord a procédé hier soir donc encore à un nouveau tir de missile de longue portée, ce qui a irrité plusieurs pays dont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Une réunion du Conseil de sécurité a été demandée. Le Premier ministre Shinzo Abe a dénoncé une menace grave et sans précédent. Le Conseil de sécurité se réunira en urgence à la demande de Washington et Tokyo. C'est une escalade supplémentaire dans les tensions liées au dossier nord-coréen. Le tir a eu lieu au moment où des dizaines de milliers de soldats américains et sud-coréens participaient à des manœuvres dans la péninsule. Ce dernier tir représente une escalade supplémentaire de la part de Pyongyang qui avait donc récemment menacé le territoire américain de Guam. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.